Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 25 novembre. Bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité de la semaine. Voici les titres. J-31 pour les fêtes de fin d'année, Noël approche à grands pas et les communes de Saint-Quentin en Yvelines se préparent pour l'événement. Les décorations de Noël sont en cours d'installation, vous le verrez. Eux arrivent au bout de leur course. Alain Juppé et François Fillon s'opposent dans les urnes ce dimanche pour le second tour de la primaire de la droite et du centre. Ghislain Fournier, maire de Chatou et soutien d'Alain Juppé, notre invité fil rouge pour cette émission. Enfin, dans le reste de l'actualité, nous reviendrons sur le lancement de la campagne des Restos du Cœur ou la lutte contre le tabagisme avec le mois sans tabac qui se termine fin novembre. Mais on ouvre ce journal avec les chiffres du chômage. Ils sont stables dans le département des Yvelines au mois d'octobre. Un peu plus de 64 000 personnes sont inscrites en catégorie A dans le département, c'est-à-dire qu'elles n'exercent aucune activité sur 3 mois. Sur les 3 derniers mois, ce chiffre est en baisse de 1,4%. En revanche, sur une année complète, légère augmentation de ce chiffre de 0,1%. Dans un autre registre, les fêtes de Noël approchent à grands pas, je vous le disais en titre, le rush pour les cadeaux a déjà débuté. Les communes, elles aussi, s'organisent pour les fêtes de fin d'année. En ce moment, les illuminations sont installées. C'est le cas par exemple à Coignères ou à Clé-sous-Bois. Reportage de Nicolas Dandry et Mélanie Poquet. Dans un mois, c'est Noël et les communes sont à pied d'œuvre pour installer les dernières décorations. À Coignères, 110 installations ont été montées par les agents municipaux. Coût total, 10 000 € pour la municipalité. À Coignères, nous maîtrisons en totalité la révision des décorations de Noël, la création également et la pose, ce qui nous permet de bien maîtriser de A à Z à un coût tout à fait raisonnable et encore une fois de qualité grâce aux ateliers municipaux qui œuvrent en permanence là-dessus. Au Clé-sous-Bois, l'installation est externalisée. Illumination sur la mairie et les lampadaires, boules de neige dans les arbres ou encore 80 sapins sont répartis dans les rues de la ville. Du point de vue financier, on a diminué. Entre 2011-2015, nous étions aux environs de 50 000 € qu'on investissait. Maintenant, on a diminué, on n'est plus qu'à 40 000 €. Autre économie, on n'a plus de lampes incandescentes, on n'a que des LED. Les différentes décorations, on les choisit en fonction des lieux où on va les poser. Quand on a une zone... Alors, on a ciblé les zones commerciales pour mettre en valeur les commerces, surtout dans cette période festive de Noël. Le lancement des illuminations au Clé-sous-Bois se fera le 5 décembre et à partir du 16, une patinoire sera ouverte sur le parvis de la mairie. Et l'actualité de la semaine est forcément politique. Et pour en parler avec nous, Ghislain Fournier, notre invité fil rouge. Bonsoir. Bonsoir. Ghislain Fournier, vous êtes le maire de Chatou, vice-président du conseil départemental des Yvelines et soutien inconditionnel déjà depuis 2 ans d'Alain Juppé pour cette campagne des primaires. Votre titre exact, c'est vous êtes le responsable, on va dire, des comités Alain Juppé dans les Yvelines, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien ça. On va débuter forcément avec le débat qui a eu lieu jeudi soir, dernière orale avant le second tour ce dimanche. Comment vous avez trouvé votre favori à vous, Alain Juppé? On l'a dit un peu, un peu timide au début du débat. Est-ce que c'est le regard que vous portez dessus aussi? Écoutez, moi j'ai trouvé globalement que les 2 candidats avaient été bons tous les deux, qu'ils ont montré tous les deux qu'ils avaient la stature. Et j'ai trouvé Alain Juppé plus précis sur le détail et sur la mise en forme. Ouais, on prédisait avant le débat un débat peut-être très invectiveux entre eux deux. Et finalement, il y a eu un certain niveau dans ce débat, c'est rassurant. Voilà, on a pu parler du fond. On a pu vraiment parler du fond, mais à mon sens, l'avant-débat, le questionnement d'Alain Juppé à François Fillon était clairement dans le cadre d'une campagne électorale classique, d'un débat politique tout à fait normal. Et je n'ai pas compris qu'on puisse dire qu'il y avait eu des tensions, puisque Alain Juppé a posé des questions, a demandé des éclaircissements, et c'est bien normal dans un débat politique. Vous pensez que ce débat peut inverser la tendance concrètement pour Alain Juppé, que sur un débat, on peut tout bousculer, tout chambouler? Moi, je pense que sur un débat, on ne peut pas tout bousculer, tout chambouler. Je pense plutôt que ce deuxième tour rebat les cartes. Rebat clairement les cartes, parce que vous aurez des électeurs qui ne sont pas venus, qui viendront,
peut-être plus d'électeurs, peut-être moins d'électeurs, et que globalement, tout reste possible sur ce deuxième débat, sur ce deuxième scrutin plutôt. Plus généralement, comment vont les troupes dans les Yvelines après ce premier tour et ce score un peu décevant pour Alain Juppé, largement distancé par François Fillon? Vous avez réussi à remobiliser tout le monde? C'est vrai que le soir du premier tour, on a pris un coup sur la tête. 28% pour Alain Juppé, 44%. On ne pensait pas qu'Alain Juppé plutôt que François Fillon serait si haut. Beaucoup moins haut, oui. Voilà. Après, voilà, on est reparti au combat dès lundi et mardi, toute la semaine. Les comités Alain Juppé dans les Yvelines notamment ont été très actifs cette semaine sur toutes les gares, sur tous les marchés. Ils seront encore là demain. Et on y croit, bien sûr. Et quel est le retour avec les gens? Que vous disent les gens? Eh bien, écoutez, voilà, il n'y a pas de tension. Il n'y a vraiment pas de tension. Les gens, soit ils prennent pas, ils disent bonjour, oui, ça va le faire, non, je suis plutôt pour Fillon, voilà. Mais le débat dans les Yvelines, en tout cas sur le terrain, il n'est pas tendu, il est vraiment serein, parce que chacun sait, et moi le premier, qu'il faudra se retrouver le lendemain du second tour. Dans les Yvelines, justement, les soutiens d'Alain Juppé étaient nombreux, les soutiens politiques. Malgré cela, François Fillon a rassemblé dans le département près de 49% des voix, contre 29% pour Alain Juppé. Comment vous expliquez, alors qu'Alain Juppé avait quasiment tous les soutiens yvelinois, qu'il y a un tel écart entre les deux, et notamment dans les Yvelines, c'est plus que d'un point de vue national? Mon analyse, c'est que la campagne de François Fillon, qui était, on va dire, plus conservatrice, et je pèse mes mots, et ce n'est pas un mot choquant dans le débat politique, correspondait sans doute mieux à ce que souhaitaient les Yvelinois. Mais pas forcément les élus. C'est-à-dire qu'il y a un pas décalage forcément parfois les élus. entre Pas les forcément élus. les élus. Peut-être que voilà, les élus qui soutenaient Alain Juppé sont sans doute plus réformateurs, voilà, et que la majorité de la population qui a voté, en tout cas celle qui a voté, peut-être pas la majorité de la population, mais en tout cas celle qui a voté, c'est la partie plutôt conservatrice de notre électorat qui a voté et qui est plutôt favorable à Alain Juppé, à François Fillon, c'est vrai. En tout cas, TVFil allait demander à des Saint-Quentinois ce qu'ils allaient voter dimanche pour ce second tour. Écoutez leur réponse. Je trouve que Juppé n'exprime pas forcément toutes ses idées, ou du moins il ne va pas jusqu'au bout, et il a été trop critique par rapport au programme, que ce soit par rapport à Fillon, où il s'attaque à François Hollande par rapport à sa vie personnelle, alors que ça ne regarde personne au final. Je préfère Fillon quand même. Dans le pire des cas, bon, parce que je pense que c'est quelqu'un qui a assumé ce qu'il a dit et qui reste malgré tout discret. C'est celui que je préfère quand même. Moi je suis plutôt Fillon. Et pourquoi? Parce que il est susceptible de faire les réformes nécessaires pour la France. Je voterai, je pense, pour Fillon. Pourquoi? Pour son programme, pour ses idées et pour ce qu'il a envie de, pour ce qu'il a envie de faire pour la France. J'ai voté Sarko parce que j'étais une pro-Sarko, mais je préfère, au deuxième tour, je préfère M. Fillon, M. Juppé. Alors évidemment, Ghislain Fournier, ce ne sont que quelques avis, hein. Ce n'est pas un sondage très poussé, mais quand vous voyez ces réponses, est-ce que vous êtes toujours confiant à 100%? Écoutez, Il y a une vraie dynamique qui s'est installée quand même du côté François Fillon. Moi, j'ai fait du terrain ce matin, j'ai fait une gare, le RER à la gare de Château-Croissy, hier également, et j'ai trouvé que les avis étaient beaucoup plus partagés que ceux que... Alors, on n'a pas triché, on a mis toutes les réponses qu'on a trouvées. On a eu un peu de mal d'ailleurs à trouver des réponses. À chaque fois, les gens n'allaient pas forcément voter, et ceux qui allaient voter, à chaque fois, ont répondu Fillon. Je ne vous fais aucun procès d'intention, hein, je vous crois bien volontiers. Bon, voilà, peut-être que dans certains endroits des Yvelines, ou le matin, les gens sont plus lucides. On a entendu 2-3 personnes dire dans ce micro-trottoir Juppé trop flou, trop vers le centre, Fillon plus radical. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une erreur tactique de la part d'Alain Juppé pendant la campagne de prendre un peu de hauteur et de ne pas répondre aux attaques, d'être un peu dans le flou de temps en temps, on peut le dire? Est-ce qu'il y a une erreur, une mauvaise campagne? Alors, Alain Juppé le dit lui-même. Il ne pensait pas que les attaques dont il a fait l'objet pendant des semaines et des semaines d'attaques anonymes, odieuses, sur les réseaux sociaux, le traitant de salafiste et de même de proche des frères musulmans, a été une campagne qui a fait du mal, puisque moi-même, on m'en a parlé, donc elle a impacté. Et il aurait dû répondre Il aurait dû répondre sans doute
de façon plus forte et plus tôt. Il l'a très bien fait au moment du débat, mais c'est vrai que ça a impacté et ça a décrédibilisé. On est assez scandalisé par ces attaques anonymes voilà, qui ne reflètent absolument pas la personnalité et les options politiques. D'ailleurs, hier, enfin jeudi soir, lors du débat, Alain Juppé s'est aussi montré, on va dire, pas forcément très percutant une nouvelle fois. Est-ce que vous auriez souhaité qu'il aille peut-être plus fort, plus loin sur... Non, moi sur en ce tout qu'il cas, disait sur ce sujet-là, il a dit les choses clairement. Il a dit, voilà, j'ai été attaqué, je n'ai pas entendu les lieutenants des uns et des autres me défendre. Alors que ces attaques m'ont desservi, j'aurais souhaité plus de solidarité face à des attaques aussi ignominieuses. Et finalement, c'est sa nature à Alain Juppé, c'est ce que vous sous-entendez, il n'est pas forcément quelqu'un de virulent dans ses propos. Voilà, Alain Juppé est quelqu'un de posé, de mesuré dans ses propos. Il a une volonté de changement très forte, mais il a de la méthode et il l'expose de façon posée. Ghislain Fournier, écoutez maintenant Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines, candidat malheureux à cette primaire. Il était jeudi soir sur notre plateau, il a évoqué son soutien à François Fillon. Il y aura sans doute des ajustements possibles et je pense qu'il en faudra parce que, comment dire, je reste très interrogatif sur la possibilité pour notre pays et pour les Français de supporter une austérité qui me paraît décalée par rapport à ce qu'on peut effectivement être capable d'accueillir dans la situation du pays aujourd'hui. Maintenant, ce qui rassemble nos deux projets permet, je crois, malgré tout, d'envisager une coopération fructueuse. Alors Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien-démocrate, qui soutient François Fillon, mais qui le dit lui-même, il n'est pas sûr que le remède François Fillon soit forcément accepté par les Français. C'est ce que dit aussi Alain Juppé. Est-ce que sur le fond, Fillon-Juppé, c'est deux programmes très différents, ou alors opposés, ou alors finalement on n'est pas très loin en termes de projet? Ce ne sont pas des programmes opposés, mais il y a quand même des différences, des clivages assez forts. Sur quel point notamment? Notamment, je prendrai un point sur la protection sociale, la sécurité sociale. Pour moi, c'est un acquis fondamental de la République, de la nation. L'ensemble des pays du monde entier nous l'envient et je ne pense pas qu'il faille remettre en cause la sécurité sociale. Et François Fillon, dans ses propositions de non-remboursement de beaucoup de médicaments, notamment tout ce qui est grippe, gastro, otite, au rayon des enfants, et transférer ce remboursement au secteur privé pour le dérembourser de la sécurité sociale, je pense que c'est une atteinte qui n'est pas neutre et Alain Juppé n'est pas du tout sur cette position, il est sur une position de protection des citoyens au regard de la santé pour faire en sorte que ceux qui n'ont pas la possibilité de payer une mutuelle puissent se soigner aussi bien que ceux qui le peuvent. Quels sont les autres grands marqueurs, selon vous, qui différencient François Fillon et Alain Juppé? On a beaucoup parlé des fonctionnaires, ils veulent tous les deux supprimer des postes de fonctionnaires. Ce n'est pas dans la même ampleur, 500 000 pour François Fillon, 250 pour Alain Juppé? Voilà, vous l'avez dit, à mon avis, je pense véritablement aussi comme Alain Juppé que c'est trop brutal et que ça ne se fera pas. 500 000, je n'y crois pas. On ne peut pas ne pas remplacer des infirmières, des policiers, dans la justice où on manque énormément de moyens. Ça me paraît totalement une posture politique absolument irréalisable. On verra dans 5 ans. C'est pour ça qu'Alain Juppé lui propose la moitié de suppression pour laisser des marges, laisser de la respiration au secteur public. Sur les 35 heures aussi, il y a eu pas mal de désaccords. Jeudi soir, François Fillon propose que tous les personnels publics passent aux 39 heures, payés 37. Là aussi, il y a un désaccord important. Là, il y a un vrai clivage. Alain Juppé pense qu'il n'est absolument pas possible de passer de 35, 36 à 39 directement dans la fonction publique du jour au lendemain. Mais lui aussi veut abroger les 35 heures. Il veut abroger les 35 heures, mais il veut le faire dans la négociation et sur une plus longue durée. Passer de 35 à 39 dans la fonction publique, sur une année, c'est un coût pour les communes et pour le budget des collectivités locales et le budget de l'État absolument insupportable, surtout au moment où les taux d'intérêt commencent à remonter.
c'est insupportable pour le budget de l'État. C'est pour ça qu'il me semble que la proposition d'Alain Juppé est beaucoup plus réaliste. En tout cas, vous êtes vous aussi maire de Chatou, donc élu local. Les deux candidats proposent des coupes budgétaires encore pour les collectivités. Est-ce que ça vous inquiète? Même si vous êtes un soutien d'Alain Juppé, est-ce que parfois vous essayez d'influencer un peu sa position là-dessus? Alors, écoutez, la proposition d'Alain Juppé que je connais bien, c'est faire un pacte avec les collectivités locales. Dire c'est du donnant-donnant. Voilà, vous réduisez votre fonctionnement, vous arrivez à... Vous pouvez réduire encore, vous, les collectivités? On a déjà fait On entend beaucoup. souvent les maires dire c'est plus possible quand c'est la gauche, et là on commence à entendre on peut continuer un peu. On a déjà fait beaucoup, on commence à être à l'os. Après, si c'est un pacte que passe l'État de confiance avec les collectivités en disant allez plutôt dans ce sens, et si vous nous montrez que vous allez dans le sens, on maintient les dotations, vos dotations, et on les lisse sur les 4 ans qui viennent, pour nous, c'est absolument fondamental parce qu'on a besoin de visibilité et on ne l'a pas eu depuis les 5 dernières années avec les coupes sombres qui se sont succédées année après année du gouvernement Hollande. Quoi qu'il advienne, votre famille politique dimanche sera réunie, peu importe le vainqueur, vous en êtes sûr de ça? Oui, j'en suis sûr. Nous nous réunirons derrière le vainqueur de la primaire, c'était la règle du jeu de la primaire, et on le fera sans état d'âme. Merci beaucoup Ghislain Fournier. On referme cette page politique avec le lancement mardi dernier de la 32e campagne d'hiver des Restos du Cœur. L'an passé, plus de 900 000 personnes ont été accueillies dans les antennes partout en France. Cette année, les bénévoles attendent la même affluence. Nous sommes allés au centre de la Verrière suivre la distribution. Camille Lambert et Patrick Jacques de Dixmude pour les images. Féculents, produits laitiers ou d'hygiène, des produits de première nécessité, mais aujourd'hui encore, tout le monde n'y a pas accès. Les Restos du Cœur lancent leur 32e campagne hivernale. Dans ce centre de la Verrière, 25 bénévoles viennent en aide aux personnes en difficulté. Pour cette mère de famille, c'est la première fois qu'elle bénéficie de ce soutien. Je venais ici pour chercher la nourriture. C'est eux qui nous aident pour faire... Comme il n'y a pas de travail, on ne travaille pas, on vient ici nouveau. C'est eux qui nous aident. Oui, on m'a bien traité. C'est la première fois que je viens ici, on m'a bien accueilli. Pour le moment, le centre compte une 50aine d'inscrits. L'été dernier, il a enregistré une augmentation de 9% des bénéficiaires. Mères célibataires, familles dans le besoin et étrangers sans ressources, tous les profils sont pris en charge. C'est le profil, si je puis dire, la typologie des personnes qu'on accueille qui évoluent un peu dans la mesure où on a évidemment des personnes seules en demande d'asile, par exemple. C'est sûr qu'on leur apporte un soutien, mais pas seulement alimentaire, pas seulement administratif, pas seulement vestimentaire. C'est des gens qui viennent ici pour parler, pour rencontrer. L'hiver dernier, le centre de la Verrière a aidé 114 familles. Les bénévoles en attendent au moins autant. La campagne d'hiver va durer 4 mois. L'an dernier, les Restos du Cœur ont distribué plus de 130 millions de repas dans toute la France. Le mois sans tabac arrive bientôt à son terme. Cette initiative portée par le ministère de la Santé consiste à encourager les fumeurs à arrêter définitivement la cigarette pendant un mois. Cela permettrait d'arrêter ensuite, de multiplier par 5 les chances d'arrêter ensuite totalement la cigarette. Au centre hospitalier de Versailles, un service tabacologie existe depuis le début des années 2000. Nous avons assisté à l'une de ces consultations. Reportage. Et essayez de vous dire aussi de vous limiter en nombre de cigarettes. C'est-à-dire que pas vous dire, là vous dites inférieur à 8, je ne sais pas le nombre exact, ça peut être pas plus que 5. Ça ne veut pas dire que je dois fumer 5. 2 semaines avec un patch, une bonne dose de volonté et l'envie de retrouver un souffle normal. Célia, 20 ans, a décidé d'arrêter de fumer progressivement, de 15 à 8 cigarettes par jour. Une évolution positive et importante, même si les difficultés le sont aussi. Je me sens respirer, je me sens humaine. Et voilà, les difficultés, de toute façon, il y en a tout le temps, il y en a partout, il y en a dans tous les domaines. Et voilà, ça fait partie du sevrage, que ce soit tabagique, alcoolique ou toute autre drogue. Donc, il y a des difficultés, mais quand on atteint nos objectifs, on est hyper content. Pour réussir son pari, Célia consulte le service tabacologie du centre hospitalier de Versailles, une aide essentielle qui doit lui permettre d'éviter la rechute à long terme. Moi, je prenais ma cigarette comme une amie, carrément. C'était vraiment, je l'humanisais. Donc c'est vrai que c'est pas facile de se séparer d'une amie.
Quand il y a des rechutes, elle est essentiellement due à la dépendance psychologique. C'est-à-dire que la dépendance physique a disparu, la dépendance comportementale aussi, et il y a une émotion qui va revenir et qui va faire rechuter. Les spécialistes parlent d'arrêt confirmé après 2 ans sans cigarette. Chaque année en France, 73 000 personnes décèdent à cause du tabac. Un portrait également dans l'actualité. À Villepreux se trouve peut-être la future star mondiale du maquillage. L'Yvelinoise Perrine Alouche, étudiante au lycée Florian Assaut, a été élue meilleure apprentie de France devant un jury de professionnels. Rencontre avec Mickaël et Elmidoro. Après, quand on y repense, c'était trop bien. À première vue, Perrine Alouche est une étudiante comme les autres. Mais cette Villepreuzienne de 17 ans a créé la sensation dans le monde du maquillage en devenant meilleure apprentie de France en octobre dernier. Avec son dessin sur le thème du dragon chinois, elle a véritablement enflammé le jury. Une grande émotion pour la jeune fille. On repense tout ce qu'on a travaillé, pendant tous les mois où on s'est entraîné avec mon professeur, voilà, mon modèle, même une autre fille de ma classe qui a aussi qui a fait comme moi le concours. Du coup, on repense à tout ça et on se dit que maintenant on est arrivé là et du coup, ça fait bizarre. Je vous ai mis le cours ici. Pourtant, cette Yvelinoise n'est pas née avec cette passion dans la peau. Le maquillage, j'ai commencé quand je suis rentrée en seconde au lycée. Avant, je ne m'y intéressais pas tellement. C'était plutôt les ongles que je faisais. Et c'est après, avec les cours, ça m'a donné encore plus envie de le faire. Et le concours, du coup, ça m'a vraiment donné encore plus envie de m'y intéresser. Une paire de ciseaux. Avant d'arriver aux strass et aux paillettes d'un titre de meilleure apprentie, Perrine Alouche a répété ses gammes dans cette salle de classe du lycée des métiers Florian Assaut. C'est ici que j'ai été formée, c'est ici qu'on faisait les entraînements donc avec ma professeure, Madame Saint-Martin. Donc c'est ici que tout a commencé en fait. Dans la structure, la Villepreuzienne a pu bénéficier des conseils de son enseignante Maëlys Saint-Martin, meilleure ouvrier de France en 2015, dans la section esthétique art du maquillage. Pour elle, le succès de sa protégée ne fait aucun doute. Elle est minutieuse dans ce qu'elle fait et en esthétique, il faut cette qualité-là. Et elle est toujours agréable en cours et voilà, elle travaille très bien. Des qualités qui pourraient, comme dans ses rêves les plus fous, la propulser comme maquilleuse sur des défilés français et internationaux dans les années à venir. J'ai beaucoup d'objectifs en fait. Je ne veux pas faire qu'une chose dans ma vie. Je sais que j'ai envie de travailler dans le maquillage de scène, le maquillage artistique. Pourquoi pas être professeur aussi. Mais avant de penser à l'avenir, Perrine devra obtenir son bac pro en juin prochain. Un examen moins glamour qu'un titre d'apprenti, mais qui lui ouvrira les portes du monde du travail. On referme ce journal en culture. Cette année, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines mise sur le futur, l'espace et la conquête spatiale avec de nombreuses expositions sur ces thématiques. C'est le cas, par exemple, à la commanderie des Templiers d'Elancourt. L'infini intime d'Hugo Verlinde vous prouve que l'art et les mathématiques peuvent faire un tout. Camille Lambert et Mélanie Poquet. Allergiques aux mathématiques, ne fuyez pas, ces derviches sont des croquis. La base du travail de Hugo Verlinde, le plasticien français en fait de l'art numérique. C'est une passion. J'ai commencé sans même imaginer que j'étais dans une démarche artistique. J'avais vraiment à cœur une recherche, le désir de découvrir où me menait ce matériau. J'ai une fascination pour les courbes depuis l'enfance. Donc, je vois de l'infini dans les cosinus, les sinus, les logarithmes et les exponentielles. Et j'ai commencé vraiment très tôt à combiner ce matériau. Des œuvres infinies à la vie autonome, Hugo Verlinde crée des codes permettant de développer des univers propres, comme ce lotus réalisé en lycra, exposé pour la première fois. C'est un rêve, le point de départ du lotus. Je me suis vu dans une pièce un peu comme ici, une grande pièce avec beaucoup d'espace et de hauteur. Et en me baladant, j'étais face à un énorme pétale qui a exactement donc, cette forme qu'on voit là. Et j'en faisais le tour et je découvrais une projection sur un pétale. Jeu de lumière et sensation d'espace infini, Hugo Verlinde vous entraîne dans un voyage numérique.
C'est la fin de ce 7-8 Hebdo. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur tvfil78.com. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.